Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'incarcération de l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara. Il est accusé d'avoir publié un tweet de soutien à ceux qui ont été emprisonnés après avoir critiqué la junte au pouvoir. Les explications à suivre. Et les droits de douane des Américains n'épargnent pas l'Afrique. Les réactions mitigées en Algérie après ces nouveaux droits de douane de 30% sur les importations. Si le gouvernement semble imperturbable, certains secteurs commerciaux s'inquiètent quand même quant aux applications. Focus de ce samedi soir concerne les déplacés internes de Madagascar. Des milliers de personnes issues du peuple Antandroy ont dû fuir le sud du pays frappé par des sécheresses chroniques. Amnesty International publie un rapport accablant qui dénonce l'inaction et la négligence du gouvernement. Selon l'ONG, plus de 90 000 personnes ont été déplacées entre 2018 et 2024, souvent dans des conditions indignes. Alors comment protéger ces populations vulnérables et quelles responsabilités pour les autorités? Nous en parlons avec Nchiko Arnold, conseiller sur la justice climatique pour Amnesty International. On ouvre ce journal par le Mali où l'ancien Premier ministre Moussa Mara est en prison depuis vendredi. Il est inculpé pour avoir publié un tweet de soutien aux hommes et aux femmes emprisonnés après avoir critiqué la junte au pouvoir. Plus de détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Après avoir été convoqué à 3 reprises par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été mis sous mandat de dépôt. Il est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, opposition à l'autorité légitime. Tout a commencé début juillet dernier. Il s'est rendu dans plusieurs maisons d'arrêt de Bamako pour rendre visite à des détenus, notamment des hommes politiques et des femmes de la société civile connus pour leur opposition à la junte. Et à la fin de cette série de visites, Moussa Mara a tweeté en soutenant, je cite, les détenus d'opinion. L'expression n'a pas du tout plu au pôle national de lutte contre la cybercriminalité qu'il a donc mis sous mandat de dépôt. Son avocat, Maître Montagatal, proteste contre cette arrestation et affirme qu'il va se battre pour obtenir sa libération. Même réaction sur les partisans de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui affirme qu'en fait, en réalité, il était dans le collimateur de la junte au pouvoir depuis un bon moment. Par la présence de la décision de Washington d'imposer des droits de douane de 30% sur les importations algériennes qui suscitent des réactions mitigées de la part des commerces et des populations. Si le gouvernement de son côté semble imperturbable, certains secteurs commerciaux s'inquiètent quand même quant aux applications. L'entrée en vigueur de ces tarifs qui devait avoir lieu ce vendredi 1er août est désormais fixée au 7 août prochain. Clémence Valère. L'annonce d'un tarif de 30% sur les exportations algériennes vers les États-Unis continue d'inquiéter certaines entreprises. La troisième puissance économique de l'Afrique avait commencé à diversifier ses exportations vers le pays nord-américain. La décision de Washington pourrait étouffer ce développement. Les industries algériennes, en particulier certains fabricants d'appareils électroménagers qui ont prudemment commencé à cibler le marché américain, seront à mon avis affectées par les droits de douane car elles ne résisteront pas à la concurrence. Selon l'Observatoire de complexité économique de MIT, l'Algérie n'exporte que 6% de ses produits aux États-Unis, majoritairement du pétrole brut et des barres d'armature. L'Union européenne reste le plus grand partenaire commercial d'Alger, avec l'Italie, la France et l'Espagne composant ses 3 plus grands échanges. À la mi-juillet, lors d'une interview télévisée, le président Abdelmadjid Tebboune s'est dit pas inquiet quant à l'impact des droits de douane. Les droits de douane sont un acte souverain. Nous exportons principalement du pétrole brut et du rond à béton vers les États-Unis. Ces produits ne constituent pas l'essentiel de nos revenus et l'effet de cette taxe restera marginal. Pour certains spécialistes, la décision du président Donald Trump de rectifier la balance commerciale n'est pas purement économique. À mon avis, les États-Unis ne sont pas un État politique et civil au sens traditionnel du terme, mais plutôt un conglomérat d'entreprises économiques. Par conséquent, cette décision est injuste, car elle vise l'Algérie dans le but de nuire à la croissance économique des pays concernés. D'autres pays nord-africains ont aussi été frappés de taux élevés. La Tunisie avec 28% de droits de douane et la Libye avec 30% également.
Ce 2 août marque la journée commémorative du génocide congolais, aussi appelé Génocoste, un terme né en 2013 qui désigne l'idée d'un génocide économique du peuple congolais victime de l'exploitation systématique de ses richesses naturelles depuis des décennies dans l'indifférence de la communauté internationale. À Paris, militants, survivants, chercheurs et artistes se sont rassemblés pour cette mobilisation annuelle. Aurélie Kouman et Adi Minte étaient sur place. Toko Bosana Bangote. En d'autres termes, nous ne vous oublierons pas. Ces mots scandés par des manifestants ici à Paris ont porté cette marche commémorative en hommage aux victimes des conflits en République démocratique du Congo. Les manifestants vêtus de blanc ont marché de la place de la Bastille jusqu'à République avec un objectif clair, dénoncer le pillage économique qui a lieu en République démocratique du Congo depuis 1990 et qui a causé des millions de morts selon les organisations internationales. Alors dans la foule, des militants, des artistes, mais aussi des anonymes venus exprimer leur soutien avec des lectures, des danses, des chants, mais aussi des témoignages de rescapés. Moi, je suis camerounais, donc si vous voulez, je ne me sens pas directement concerné, mais je suis quand même africain de base. Donc je pense que c'est important, oui, encore une fois, que chacun des Africains de la diaspora puisse participer à ce genre d'événement. C'est important de témoigner de son soutien, peu importe d'où on vient. Ce génocide-là est dû par rapport à quoi? Aux différents minerais qu'ils sont tous en train d'utiliser et d'acheter. Donc ce qui prouve qu'ils sont tous complices. Et c'est ce que nous désirons en effet dénoncer et dire que c'est inadmissible. Ce n'est pas normal qu'on puisse massacrer autant de populations à l'insu de tous. Il y a eu plus de 6 millions de morts. Nous sommes actuellement d'ailleurs à 13 millions et c'est juste pas normal et c'est pas reconnu. Au début, on nous a dit que c'était une guerre entre ethnies. Et maintenant qu'on sort vraiment la vérité, on ne veut toujours pas le reconnaître. Cette mobilisation intervient alors que les Nations Unies continuent de documenter les exactions en RDC, spécifiquement dans le Nord Kivu, où les groupes armés restent actifs. La Libye et le Tchad se rapprochent. Ce vendredi, le général Haftar, chef des forces terrestres libyennes, était à N'Djamena pour une visite express au cœur des échanges avec le président Mahamat Idriss Déby. Sécurité, commerce et réouverture de la frontière qui est fermée depuis 2017. Ghislaine Latarou. Le Tchad et la Libye amorcent un rapprochement stratégique. Ce vendredi matin, le chef d'état-major des forces terrestres libyennes, le général Saddam Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar, a effectué une visite éclair dans la capitale tchadienne. Accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le ministre tchadien des armées, le général Issa Kamaloua Diamous, il a ensuite été reçu au palais Toumaï par le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Au menu des discussions, la réouverture des frontières entre les deux pays, fermées depuis janvier 2017. L'objectif affiché est clair, relancer les échanges commerciaux, notamment à travers la route transsaharienne qui relie le Tchad, la Libye et l'Égypte. Autre point sensible, la situation des Tchadiens détenus en Libye, mais aussi la lutte contre le trafic transfrontalier et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Cette rencontre intervient alors que la Libye, encore divisée entre deux gouvernements rivaux, tente elle aussi de stabiliser ses institutions. Violences meurtrières à Luanda et dans plusieurs provinces, 30 morts et plus de 1500 arrestations après 2 jours de manifestations contre la hausse des prix du carburant, pillage de magasins, attaques de véhicules, colère populaire, mais aussi accusation d'usage excessif de la force contre les autorités. Le président João Lourenço, qui salue l'action des forces de sécurité, promet d'aider les entreprises pillées. Les ONG, elles, dénoncent des tueries injustifiées dans un pays où la pauvreté reste criante malgré les richesses pétrolières. Coup de filet spectaculaire en Afrique du Sud. 1 millier de prospecteurs clandestins ont été arrêtés dans la mine d'or de Sheba, près de Barberton, non loin de la frontière de l'Eswatini. L'opération, menée depuis lundi par la police et les équipes de sécurité de l'entreprise Pan African Resources, a contraint les Amazama, c'est comme ça qu'on les appelle, souvent des migrants en situation irrégulière, à remonter à la surface. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Pan African Resources affirme lutter à grands frais contre l'exploitation illégale de ces mines. Et on passe à notre focus du samedi qui nous emmène ce soir dans le sud de Madagascar, où des dizaines de milliers de personnes ont dû partir, touchées
par la sécheresse, la faim et la pauvreté extrême, Amnesty International vient de publier un rapport alarmant intitulé « Cette souffrance me hante même ici » qui dénonce l'absence de protection et d'assistance pour ces déplacés internes entre héritage colonial, changement climatique et politique publique inadaptée. Leur situation est aujourd'hui critique. Pour en parler, nous recevons Nchiko Arnold, conseiller sur la justice climatique pour le Bureau de l'Afrique de l'Est et australe d'Amnesty International et conseiller sur les droits humains à Madagascar. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre sur France 24. Dites-nous un peu qui sont les Antandroy, quelles sont justement les conditions qui les ont poussés à quitter le sud de Madagascar. Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Et donc, les Antandroy étant peuple agriculteur et éleveur en termes de mode de vie ancestral qui vivent dans la partie sud de Madagascar. Et donc, cette partie du pays a toujours été frappée par des sécheresses qui aujourd'hui s'associent au changement climatique. Et donc, c'est suite à ces sécheresses que ce peuple devient de plus en plus incapable de pratiquer l'agriculture. Et donc, la situation générale, c'est la famine. En 2022, par exemple, environ 63% des habitants de cette région du sud de Madagascar étaient contraintes à l'insécurité alimentaire, avec des enfants, des mères allaitantes, des personnes âgées affectées d'une manière disproportionnée. Et donc, c'est dans ces cadres que des milliers et des milliers de Antandroy sont contraints à fuir les famines dans les régions pour s'orienter dans d'autres parties du pays. Seulement, les personnes avec qui nous nous sommes entretenus et qui ont pris la région de Boénie, à quelques 1500 km dans le nord de Madagascar, n'ont pas eu accès à l'aide la plus élémentaire en termes de transport, de logement, avec des familles, avec des enfants passant des nuits à la belle étoile. Oui. Ils n'ont pas eu d'aide en termes de regroupement familial. Oui, et alors justement, en quelque sorte, le gouvernement malgache... Oui, vous parlez, parlons justement du gouvernement malgache. Vous dites qu'il y a carrément un abandon par le gouvernement malgache. En quoi les autorités ont-elles failli à leur devoir de protection? Car on nous dit que c'est une question de sécheresse, mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement malgache, vous soutenez à Amnesty International qu'ils ont abandonné ces populations? Oui, au fait, parce que le gouvernement malgache, bien que Madagascar ait une responsabilité très limitée en ce qui concerne la crise climatique, Madagascar, comme tous les pays, doivent avoir en place des stratégies au niveau national pour solliciter du soutien des pays historiquement responsables du changement climatique. Seulement, ce que Madagascar a comme stratégie, il n'y a pas de reconnaissance ni de prise en considération des besoins des peuples, des personnes déplacées par la sécheresse. Et donc, en termes de leur logement, en termes de leur transport, de leur installation. Et donc, il n'y a pas de quantification que le gouvernement malgache a pu faire pour dire, par exemple, OK, on est contraint à ces problèmes dus au changement climatique. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? On a ces chiffres, on a ces besoins. Madagascar n'a pas cela en place. Pour vous, à Amnesty International, quelles sont les recommandations concrètes que vous faites pour aider justement ces populations à sortir de cette crise climatique finalement et aussi sécuritaire? Et donc, nous avons des recommandations à plusieurs niveaux. Premièrement, pour le gouvernement malgache, le gouvernement doit s'assurer qu'il ne puisse pas continuer à rendre plus vulnérable une population déjà en condition de vulnérabilité. Parce que ce que notre rapport a pu démontrer, c'est le fait que les gouvernements continuent à expulser des forces ces populations en forçant des familles, des centaines de familles à passer des nuits à la belle étoile, dans des forêts, dans des moustiquaires et même dans des trous. Mais aussi au niveau de la France, on a une recommandation pour le gouvernement français parce qu'au fait, les problèmes auxquels les Antandroy font face aujourd'hui à cause du changement climatique trouvent son origine dans l'époque coloniale française. Au fait, pendant un moment, les Antandroy ne quittaient pas leur région malgré les sécheresses qui ont toujours frappé la région de l'Androy. Et ceci était parce qu'il y avait une végétation adaptée à la sécheresse, une végétation des cactus qui, pendant des temps de sécheresse, pouvait les aider à s'adapter à ces conditions en leur donnant de l'eau, en leur donnant à manger. Et
c'est dans ces contextes qu'ils n'avaient au fait pas d'intérêt à se fier aux emplois faiblement rémunérés par l'administration coloniale française dans d'autres parties de l'île. Et donc, au fait, ils étaient autosuffisants. Et à cause de ceci, l'administration coloniale française a manipulé des parasites qu'il a introduits dans cette végétation, dans ce support naturel qui, au fait, permettait aux entendroïdes de coexister avec les sécheresses qui sont en place. Seulement, les changements climatiques aujourd'hui sont venus pour amplifier ces sécheresses de manière à pérenniser, à rendre les déplacements des entendroïdes un peu plus longues qu'ils n'étaient dans le passé, oui. Merci Nchiko, justement Arnold, c'était très intéressant. Merci d'être venu. Vous êtes conseiller pour la justice climatique pour le bureau de l'Afrique de l'Est et austral d'Amnesty International sur la question précisément des entendroïdes en Madagascar. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier, forcément, de ces populations entendroïdes. Voilà, partout où ils sont, on pense à eux. Merci. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.